Bonjour à toutes et tous. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire donc, de retour d'expérience sur la démarche de Labo Mobile. Donc, je me présente, Suzy Flamé. Je travaille donc à la mission Agenda 21 du département de la Gironde et je suis plus particulièrement en charge de l'animation du laboratoire d'innovation publique territoriale de la base. Donc, deux petits mots sur le laboratoire avant de parler plus précisément de la démarche Labo Mobile. Donc, en fait, à travers le laboratoire, l'idée, c'est de pouvoir accompagner la transformation des services et des politiques publiques en Gironde, dans le but d'être à la hauteur des changements globaux et donc des enjeux environnementaux, sociaux et démocratiques. Et donc, c'est notamment un espace d'apprentissage et de montée en compétences, à la fois sur la prise en compte des enjeux complexes, mais aussi sur des outils et des méthodes d'innovation et d'intelligence collective, justement pour venir en appui et en soutien à ces enjeux-là. Donc, on a plusieurs activités au laboratoire. C'est notamment un lieu à Bordeaux-Mériadec, mais on a aussi donc des accompagnements et des expérimentations que l'on pilote. Et donc, en fait, la démarche Labo Mobile en fait partie. C'est une méthode d'appui, c'est un type d'accompagnement qui avait été développé donc, en 2017 pour appuyer et soutenir les acteurs territoriaux dans des projets ambitieux, dans des projets radicaux. Et donc, en collaboration aussi avec l'Agence d'innovation sociale ELIX, qui est présent d'ailleurs parmi nous. Et donc, l'idée, en fait, à travers cette démarche Labo Mobile, c'était d'avoir un peu un laboratoire hors les murs, un peu un Labase hors les murs, puisqu'en fait, donc, la base était un peu très Bordeaux-centrée, très Mériadec-centrée. Et donc, l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut délocaliser cette approche et proposer aux acteurs du territoire c'est une méthodologie d'accompagnement, une méthode d'appui à des projets ambitieux et radicaux. Et donc, dans le cadre du programme d'activité du laboratoire, on a voulu revenir en fait sur cette démarche, vous proposer de revenir sur cette démarche pour la découvrir ensemble et pouvoir échanger sur cette méthode. Donc, on va avoir un temps de présentation d'une vingtaine de minutes par Justine. Et après, on aura aussi tout un temps d'échange assez conséquent. Donc là, n'hésitez pas à, tout au long de la présentation, poser vos questions dans le chat. On y reviendra juste après la présentation. Et même après, prendre la parole après la présentation de Justine, si ça vous va. Justine, je te laisse démarrer si tu veux. D'accord. Merci beaucoup, Suzy. Alors, attends, je vais partager le doc, la présentation. PowerPoint Live. Du coup, est-ce que ça vous le met en mode diapo, là? Ça me fait une présentation pas habituelle? Ouais, c'est OK? Ouais, c'est bon. Vous l'avez bien zoomé? Moi, ça me le fait en tout petit, c'est pour ça. Non, il est parfait. Il est parfait, OK. Super. Alors, donc Justine Bordon, je suis chargée de mission Agenda 21 au département de la Gironde et j'étais donc en charge de la coordination de la démarche du dispositif Labo Mobile qui s'est terminé, qui a pris fin il y a quelques mois maintenant. Et donc, avec l'Agence d'innovation sociale ELIX avec qui on a construit ce projet, on a tenté de capitaliser un petit peu tout ce qu'on avait pu apprendre, tout ce qu'on avait pu tirer comme enseignement de ces démarches d'appui dans le cadre d'un petit livret. Un petit livret dont on vous mettra le lien, qui est en ligne aujourd'hui sur le site du département. Et c'est un peu ça en fait qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui parce que en réalité il y aurait pas mal de choses à dire sur les labos mobiles et c'est vrai que ce qui intéresse souvent c'est aussi le cœur des projets qui ont été accompagnés et ce qu'ils ont produit. Là on va essayer d'être plus en zoom sur on va dire les leviers d'appui qui nous ont semblé être les plus performants, les plus impactants. Voilà, et les axes et méthodes de travail qu'on a pu utiliser, solliciter pour venir accompagner ces projets territoriaux. Donc l'idée, c'est voilà, d'avoir une focale un peu plus là-dessus. Mais toutefois, voilà, n'hésitez pas à poser les questions toutes les questions qui vous passeraient par la tête et on essaiera d'y répondre. Il y a Aurélie Beaugency de l'agence ELIX qui est là. Donc ça, c'est une bonne surprise. Aurélie, n'hésite pas à me compléter, à me couper dans la présentation et à intervenir voilà, si tu veux. Et puis pareil, dans les réponses, il y a aussi certaines de mes collègues qui sont là, dont Julie Roturier, qui a aussi participé à des labos mobiles. Vous n'hésitez pas à répondre aussi aux questions ou à rapporter des compléments si vous le voulez. Voilà, donc ça, c'est pour le petit propos introductif. Donc, les labos mobiles, c'était quoi? C'était essayer de penser un appui
aux projets territoriaux de transformation sociétale. Donc là, on va voir un petit peu comment cette histoire s'est construite et ce qu'on a pu proposer aux acteurs de notre territoire girondin inscrits dans cette démarche-là. Donc, tout d'abord, peut-être se dire d'où nous est venue cette idée des labos mobiles. Le contexte, c'était celui d'il y a une dizaine d'années. À cette époque, le conseil départemental de la Gironde était très reconnu en matière d'intervention sur le développement durable. Et puis, c'était un territoire foisonnant d'initiatives. Donc, on avait un espèce de constat quand même qui était assez satisfaisant sur la dynamique locale en matière de développement durable. Mais pour autant, on était face à une situation générale qui ne cessait de se dégrader. Donc, on s'est dit, il y a quand même un souci entre ce qu'on se félicite mutuellement de faire et l'idée voilà, qu'on mène tous et toutes des projets super impactants pour notre territoire, mais que pour autant, la situation se dégrade. Que ce soit en matière de cohésion sociale, d'épanouissement, de biodiversité, etc. La situation ne cessait de se dégrader, alors qu'on avait l'impression de faire plein de choses pour que les choses s'améliorent. Donc, ce qu'on s'est dit là, c'est qu'il y a peut-être un souci sur la manière dont on aborde les choses, sur notre manière de faire. Donc, on a, à cette époque, essayé de questionner en fait nos manières d'agir et de se dire il faut aujourd'hui qu'on pense nos modes d'action d'une autre façon, qu'on aborde la question des projets, des politiques publiques d'une autre manière, avec cette idée forte de pouvoir se positionner à la hauteur des enjeux. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous a qui est un petit peu à l'origine de notre mobilisation et qui nous suit encore depuis, c'est l'idée de se dire aujourd'hui, lorsqu'on décide d'agir, il faut vraiment essayer de se positionner à la hauteur des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Donc ça a été un point fort des labos mobiles et du labo d'innovation publique qui s'appelait à l'époque le labo M21, qui nous a permis de développer une méthode qu'on appelait à l'époque le mode labo qui est devenue les labos mobiles en 2017, au moment où on a lancé le premier AMI. Donc là, l'idée du premier AMI était, donc appel à manifestation d'intérêt, était de pouvoir faire émerger des projets à très haute ambition sociale, écologique et démocratique. Donc toujours cette idée de à la hauteur des enjeux. Et donc, pour nous, de pouvoir renforcer la capacité des acteurs locaux à agir sur ces enjeux-là. Donc, de quoi on parle? De quoi s'agissait-il? Alors, je suis désolée pour la présentation qui a bugué, toute la mise en page a sauté juste avant le webinaire, donc c'est pas très, très joli, mais ça, le fond y est. Qu'est-ce qu'il y a derrière les labos mobiles? Il y a derrière vraiment une volonté de transformation, de proposer de nouveaux modèles, des changements de paradigme pour justement répondre à ces enjeux auxquels on est confronté et se situer à leur hauteur. Donc, ce qu'on projetait derrière, c'était vraiment la question de l'innovation de rupture en réalité. De pouvoir proposer de nouveaux paradigmes en capacité de pouvoir relever les enjeux auxquels on était collectivement confrontés. Donc, de nouveaux modèles qui devaient être sous-tendus par des systèmes de coopération en capacité de répondre à tout ça. On a posé 4 valeurs socles dans la démarche Labo Mobile. Et ces 4 valeurs sont celles que vous avez à l'écran. Donc, il y a la question de la radicalité. Ça, c'est quelque chose qu'on a porté fortement à l'époque et qui n'était pas forcément très bien compris, bien accueilli, mais qui pour autant a trouvé son public. L'idée de la radicalité était de pouvoir se dire que dans la démarche, il s'agit vraiment de pouvoir agir sur la cause profonde de ce qu'on veut modifier. Et ça, on l'a beaucoup travaillé dans le cadre des labos mobiles. Le volet expérimental qui était aussi assez important puisque l'idée était de pouvoir s'autoriser à tester, à tester de nouvelles choses, à changer du coup les règles du jeu si c'était nécessaire ou les cadres d'intervention pendant le temps d'expérimentation qu'on se donnait. La question de la co-responsabilité qui sous-tend tous nos projets depuis le départ et qui en fait suppose que chaque acteur,
chaque partie prenante engagée exerce 100% de sa responsabilité dans le système de co-responsabilité dans lequel on est engagé. Et puis enfin, les communs, avec l'idée que on va dire les enjeux, les objets traités dans le cadre du dispositif Labo Mobile puissent produire on va dire du commun partageable et qui relève d'un épanouissement en fait collectif. Donc voilà un peu les valeurs socles qu'on a portées dans le cadre de ce dispositif Labo Mobile et sur lequel les collectifs d'acteurs qui se sont positionnés se sont reconnus en fait. Donc concrètement, en termes de projet, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça peut se traduire? Là, on a dans le cadre des labos mobiles accompagné une quinzaine de projets à peu près. Là, j'en cite 3 là, sur des thèmes très différents, mais pour pouvoir illustrer en fait ce que ça peut donner. On a dans la première édition des labos mobiles en 2017 un projet qui a été mené par un petit village du Médoc qui s'appelle Cussac-Fort-Médoc, qui s'est engagé sur un projet avec une ambition qui était celle d'avoir un village dans lequel l'alimentation, 100% de l'alimentation soit bio et locale. Alors ça, c'est un truc assez fort qui nous a... Alors c'est une question de forme, mais pas que. Lorsqu'on a lancé l'AMI Labo Mobile, on a demandé au collectif d'acteurs qui répondaient de pouvoir formaliser une ambition à hauteur du 100% ou du 0%. En fait, c'était ce qui nous permettait de pouvoir exprimer la question de la hauteur des enjeux, de se dire que l'idée, c'était pas d'aller faire un petit peu mieux que ce qu'on fait habituellement, mais l'idée était vraiment de pouvoir apporter une vraie réponse en proposant un modèle de rupture par rapport à ce qui existait aujourd'hui. Donc, on a demandé en fait à chacun des candidats au Labo Mobile de pouvoir formuler une ambition qui s'appuie sur du 100% ou du 0%. Donc là, vous n'avez que du 100%, mais il y avait aussi du 0% comme territoire zéro, chômeur longue durée. Voilà, mais en tout cas, pouvoir situer déjà la très haute ambition par la formulation de l'ambition. Donc là, on a un village pour une alimentation 100% bio locale. On a un autre projet qui était plus métropolitain, qui existe encore, qui s'appelle la MAMO, qui proposait d'organiser, de mettre en place une gestion 100% circulaire des excrétas sur le territoire de Bordeaux Métropole. Donc les excrétas, c'est pipi, caca, en gros, pour ceux qui ne situent pas. Un autre territoire dans le sud Gironde qui a travaillé sur la question de la mort, avec l'idée d'avoir un territoire dans lequel 100% des personnes puissent être en capacité de faire le choix de leur fin de vie. Voilà, donc on voit des sujets extrêmement différents qui viennent souvent toucher à des questions qui peuvent être tabous et qui se situent chacun à une très haute ambition. Et c'est bien ça qui fait, c'est une des spécificités très fortes des labos mobiles, de ce qu'on a expérimenté dans ce dispositif-là. Alors, comment ça marche, les labos mobiles? Je vais aller assez vite, je vais être assez caricaturale sur la méthode, mais en gros, on est sur une démarche de backcasting, hein, comme on dit, avec l'idée dans un premier temps qui est celui de pouvoir définir là où on veut aller, c'est la fameuse ambition. C'est quoi la situation qu'on souhaite obtenir à terme. Donc, on veut être dans un village où 100% de l'alimentation est bio et locale. C'est le point de départ. On part, en fait, le point d'arrivée devient le point de départ du travail. Donc ça, c'était un parti pris très fort de se dire, on part de là où on veut arriver. Et à partir de ce point d'arrivée, on va travailler à écrire, en fait, les chemins de transformation qui vont nous permettre d'atteindre cette fameuse ambition. Donc ça, c'est voilà, la méthode dans ses grands traits, elle est celle-ci. Après, dans la manière dont on a accompagné les collectifs d'acteurs sur les territoires, on a découpé l'accompagnement en 2 phases, avec une première phase qui avait vocation, on va dire, à structurer un peu le collectif d'acteurs engagés sur le projet et à l'aider dans l'identification de ses engagements, de sa mobilisation, de la formulation de son ambition. Et une deuxième étape
qui, elle, avait plus vocation à, en gros, écrire la feuille de route qui permette d'atteindre l'ambition qu'on s'est collectivement fixée. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, alors moi, j'y vois absolument rien, c'est tout flou. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, ça va ou pas? Pour moi, c'est complètement flou. Donc, là, c'est un petit peu le détail des 2 phases d'appui. Donc, la première phase, c'est ce qu'on a appelé la phase 0. On a appelé ça la phase 0. L'idée était pour nous, avec l'agence Elix, de pouvoir sélectionner un certain nombre de projets à partir de peu d'informations en réalité, puisque ce qu'on demandait dans la candidature était très léger en termes d'infos, c'est-à-dire on demandait la composition du collectif, l'ambition et en gros ce qu'il y mettait derrière. Et à partir de ces éléments, on sélectionnait un certain nombre de projets pour cette première phase qui, après, devait être aussi une phase un petit peu sélective, parce que cette première phase nous permettait notamment de partager, on va dire, l'ensemble des valeurs labomobiles là qu'on a vues précédemment, la radicalité, les communs, l'expérimentation et la co-responsabilité. Donc, de partager un petit peu la philosophie des labomobiles avec les porteurs de projets, de voir comment ils pouvaient transposer cette philosophie et ces valeurs et l'appliquer à leur propre projet et ambition, et de pouvoir par cette voie-là, structurer le collectif autour du projet. Cette première phase, elle se clôture par la rédaction d'une charte qui permet au collectif de poser un peu ses engagements collectifs et éventuellement ses modalités de fonctionnement. Donc ça, c'est une première phase voilà, très importante qui a été vraiment déterminante, qui a émergé en réalité lors de la 2e édition des Labos Mobiles, parce que c'est l'enseignement de la première édition qui nous a fait dire que cette phase préalable pourrait être enrichissante, et on a vu effectivement qu'elle a vraiment permis d'aller beaucoup plus loin dans les projets. Voilà, donc ça, c'est la première phase. Et la 2e phase de travail qui va donc s'appliquer aux quelques projets retenus, puisque cette première phase, la phase 0, nous a servi aussi de phase de sélection. Et on a, notamment pour la 2e édition des Labos Mobiles, sélectionné uniquement que 3 projets avec lesquels on est allé jusqu'au bout de l'accompagnement. Et là, l'autre partie de l'accompagnement va donc consister à mobiliser l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs engagés ou l'ensemble des acteurs en responsabilité dans le projet, à écrire ensemble les chemins de transformation, la feuille de route qui va permettre d'atteindre l'ambition. Donc là, on a une petite carto. Alors, moi, je ne vois pas, mais dessus, vous avez l'ensemble des projets qui ont été accompagnés dans le cadre des Labos Mobiles avec la formulation de l'ambition qu'ils ont portée. Il y a eu 3 éditions Labos Mobiles. Une première qui a vu l'accompagnement d'une dizaine de projets. Une 2e édition dans laquelle, je vous disais, il y a eu 7 projets retenus, puis 3 qui ont été accompagnés jusqu'au bout. Et une 3e édition où on a retenu un seul projet parce que là, on n'a pas en fait, trouvé de projet qui correspondait vraiment aux valeurs qu'on portait dans le cadre des Labos Mobiles, si ce n'est le projet du Saint-Émilionnais. Alors, là, on va rentrer un petit peu dans les éléments de capitalisation de ce qu'on a pu tirer, nous, en termes d'enseignement, dans l'appui qu'on a pu porter aux acteurs engagés. Et cette grille-là, qui se base un peu sur la question des dynamiques de changement, elle nous a permis de formaliser un petit peu les conditions nécessaires à la transformation, les conditions qui nous semblaient nécessaires à la transformation, et avec l'idée de se dire que pour accompagner des projets vers une transformation sociétale, l'idée était de pouvoir intervenir à différents niveaux. Et c'est là où on avait défini tout un tas de différents process dans lesquels il fallait, ou il est bon de voir les choses évoluer pour que le changement et la transformation se fassent. Donc,
on l'a là expliqué sur la diapo avec un vocable un peu plus attractif. Nous, on l'avait évoqué avec des termes un peu plus techno, en parlant de process ontologiques, bureaucratiques, stratégiques, etc. Peut-être détailler un petit peu ce que veulent dire ces bulles. L'idée est de pouvoir engager en fait des processus qui s'alimentent les uns les autres en venant faire évoluer, par exemple, un nouveau narratif. Alors, un nouveau narratif, ça veut dire quoi? Si on l'applique à un projet, comment, par exemple, la commune de Cussac, qui veut s'engager dans une alimentation 100% bio et locale, comment elle met en récit comment la commune vient, par exemple, sur son site internet, raconter l'histoire de ce village dans lequel on peut s'alimenter en 100% bio et local. Comment ce récit-là devient celui de l'identité de la commune. Voilà, ça c'est un axe de changement fort. La question de nouveaux terrains de jeu, c'est ce qu'on appelait, nous, le process bureaucratique. En gros, l'idée, c'est de se dire comment émergent de nouveaux lieux ou de nouvelles fonctions en lien avec le cœur du changement sur lequel on veut agir. Et là, typiquement, si on prend toujours l'exemple d'un projet comme celui de Cussac for Médoc, l'idée serait la traduction pourrait être l'émergence d'un PAT, en fait, d'un projet alimentaire territorial. Voilà, on voit qu'au niveau bureaucratique, les choses évoluent et que administrativement, il y a des projets qui viennent se structurer. Une vision stratégique, comment un projet d'un village engagé pour une alimentation bio et locale est devenu une politique publique portée par la commune. Voilà. Ça contribue forcément de manière très impactante à la conduite de la transformation. Le souffle démocratique, comment ce changement-là se traduit dans les pratiques démocratiques, dans les pratiques citoyennes, dans les pratiques de coopération. Typiquement, sur le village de Cussac, c'est tout le village qui a au moins été invité à contribuer au projet. C'est des potagers qui sont mis en place dans chacune des maisons individuelles. C'est des rencontres citoyennes axées sur la question de l'alimentation, etc. Si on passe au domaine suivant, qui est une diversification des acteurs, c'est ce qu'on a appelé le process sociologique. C'est comment aussi apparaissent avec ce changement-là des nouveaux acteurs, des nouveaux champs d'action. Là, typiquement, dans le projet de Cussac, pour avoir un exemple qui se suit, ça pourrait être, je ne sais pas, l'émergence de jardins partagés et donc de jardiniers semi-professionnels. C'est comment la bibliothèque se transforme aussi en grénothèque, voilà, etc. Et puis enfin, avoir des outils techniques, des outils adaptés. Donc ça, c'est ce qu'on avait appelé le process technique. Typiquement, l'outil phare du projet de Cussac, c'était la mise en place d'une régie agricole, voilà, qui permet de voir se développer une agriculture pilotée, coordonnée par la municipalité. Donc voilà, l'idée était de se dire que pour souhaiter voir advenir la transformation, c'est pouvoir intervenir sur différents processus qui s'alimentent les uns les autres et qui vont vraiment agir à la racine de ce qu'on souhaite changer pour pouvoir générer de nouveaux modèles, encore une fois, et de la transformation. Voilà, alors c'est un peu lourd, hein, je sais, parce que c'est pas les trucs les plus fun à raconter, mais on l'avait dit, on est vraiment sur un truc un peu, une intervention un peu plus méthodo et avec un peu plus de hauteur sur la méthode qu'on propose. Voilà. Alors ensuite, voilà, et pour finir, parce que voilà, je voulais pas être trop longue non plus, je sais pas où on en est du timing, ouais, ça va à peu près. Vous listez un petit peu on va dire les leviers d'action qu'on a pu identifier avec Elix et qui nous ont semblé les plus déterminants dans l'appui à ces démarches-là.
Donc tout d'abord, se dire, d'aller vers, dans la sélection des projets à accompagner, de pas, être uniquement en attente, des acteurs qui sont parfois professionnalisés dans la réponse des appels à projets, mais de se dire qu'on peut aussi, aller faire, du sourcing, aller voir ce qui se passe sur les territoires, voir là où ça transforme et voilà, aller vers, les acteurs qui nous semblent pouvoir être, enfin se situer dans la même dynamique, dans la même philosophie que celle qu'on défend au travers de cette démarche-là, de voir là où se situent les gros potentiels aussi de transformation. Voilà, ça c'est aussi un truc qui nous a permis de travailler avec des projets vraiment très, très prometteurs, très porteurs de nouveaux modèles. Et ça s'accompagne aussi, mine de rien, d'une simplification administrative. Et on a beaucoup travaillé à soigner des modalités de dépôt de candidature qui soient le plus simple possible et le plus inclusive possible, avec par exemple la possibilité de déposer sa candidature à l'oral par téléphone, voilà, ou sur entretien. Voilà, donc de simplifier complètement aussi la voie administrative pour permettre par exemple à des personnes qui ne maîtriseraient pas la langue ou l'écrit de pouvoir également candidater. Donc voilà, donc l'idée d'aller vers ou d'identifier aussi des acteurs en capacité de s'inscrire dans une démarche comme celle-là. Un autre levier très fort qui a été un des enseignements qu'on a tiré de la première édition et qu'on a rendu obligatoire dans la deuxième édition, c'est de travailler avec des acteurs diversifiés. Lors de la deuxième édition, en fait, on a mis comme condition obligatoire le fait de proposer une candidature qui soit collective. Et on demandait par là à ce que des acteurs de nature différente puissent ben, coopérer sur un même projet, sur une même ambition pour leur territoire. Là, on vient rejoindre de près la question de la co-responsabilité, mais en tout cas de se dire que c'est pas un acteur, il n'y a aucun acteur à lui seul qui va avoir les compétences pour pouvoir transformer, mettre en place un projet comme ça de haute ambition, mais que ces objectifs, ce type d'objectif, en fait, ne peut être atteint que au travers de démarches de coopération qui doivent donc s'incarner dans des collectifs très hybrides et pas forcément, enfin même à aucun moment, on a travaillé avec des collectifs qui soient formalisés. L'idée était juste d'avoir des acteurs qui s'engagent à coopérer sur un même projet, une même ambition. Voilà. Organiser le partage de l'ambition et des valeurs. Ça, c'est aussi un des enseignements forts de la première à la deuxième édition. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand j'ai parlé de la phase 0 de structuration des collectifs. En fait, on a vu que ce qu'on défendait dans cette démarche-là en termes de transformation, de radicalité, enfin, cette philosophie qui a été portée, il fallait en fait prendre le temps de la partager et de l'éprouver avec les collectifs. Et ça s'est fait pendant le temps de ce qu'on a appelé la phase 0 qu'on a créée lors de la deuxième édition. Et on a, je ne vais pas dire formé, mais en tout cas accompagné les collectifs à se projeter au travers de leurs projets dans ces valeurs fortes et valeurs socles qu'on confiait à la démarche, ce qui nous permettait, à l'issue de cette deuxième phase, d'être vraiment sur sur la même nature, qu'il n'y ait pas d'incompréhension entre l'ambition que nous, on confiait au dispositif Labo Mobile et ce que les collectifs y confiaient aussi. Voilà, et le fait que ces valeurs puissent être formalisées dans le cadre d'une charte, ça aussi, on s'est rendu compte que c'était un levier fort pour que le collectif se structure, se retrouve et se reconnaisse comme collectif et clarifie aussi les engagements de chacun pour qu'il n'y ait pas après pour que les choses se déroulent en fait de manière beaucoup plus fluide par la suite.
Voilà, il me reste 3 leviers, hein, et après on a fini. Le suivant est la question, de l'adaptation de la boîte à outils aux besoins, des acteurs. Ça, c'est vrai que ça semble assez évident, mais c'est pas toujours le cas dans tous les dispositifs. En fait, là, on était parti lors de la première édition avec une méthode qui était, en fait, finalement assez, linéaire, même si à chaque fois, bien sûr, on adaptait par rapport au contexte territorial, etc. Là, à partir de la deuxième édition, l'idée a vraiment été de pouvoir adapter l'appui au regard des besoins exprimés par les acteurs territoriaux. Par exemple, je sais pas, on a des projets, j'évoquais celui de Cussac, dans lequel l'idée était de pouvoir mobiliser l'ensemble du village, l'ensemble des citoyens pour qu'ils soient partie prenante du projet. Bah, du coup, c'est quelque chose qu'on a fortement travaillé. On a organisé des résidences dans le village où les acteurs, où tous les citoyens, où tous les habitants du village étaient invités sous mode de fête populaire un peu. Voilà, donc ça, c'était un axe fort qu'on a beaucoup travaillé sur ce village-là. Sur un projet comme celui de la MAMO, donc sur la gestion circulaire des excrétas, là, il y avait un enjeu très fort de pouvoir mobiliser en fait les acteurs politiques, d'inscrire leurs questions, leurs projets, leurs ambitions à l'agenda politique. Donc c'était un enjeu complètement différent et du coup les modes de faire, les modes d'appui ont été tout autres. Voilà, donc l'idée était vraiment de se dire de pouvoir être sur du sur-mesure parce que voilà, les cas de figure et les besoins des projets, voilà, pour aboutir, peuvent être extrêmement divers. Voilà, je me dépêche parce qu'il est 35. Formaliser les engagements mutuels du collectif pour porter le projet, bah, ça, je vais peut-être pas être trop longue parce qu'on l'a vu, il y avait l'idée de la charte, il y avait aussi l'idée de pouvoir, dans le cadre de l'accompagnement, certes, nous, on a été présents sur l'accompagnement à la structuration du collectif, l'accompagnement à l'écriture de la feuille de route, mais également dans chacun des projets accompagnés, on a aussi essayé de pouvoir éprouver les coopérations par la mise en œuvre d'une action phare qui permettait d'atteindre l'ambition. Par exemple, dans le projet de Cussac for Médoc, on a accompagné la création de la régie agricole. Donc ça, c'est une action très importante et très structurante dans le projet qui permet d'éprouver les coopérations des acteurs qui gravitent autour du projet et qui permet du coup de formaliser des engagements mutuels autour de l'atteinte de l'ambition. Voilà, et puis sur les derniers, je vais être plus rapide, définir les temporalités du projet. C'est vrai qu'on est sur des ambitions qui sont définies à très long terme et pour autant un accompagnement qui est très restreint dans le temps. Donc c'est vrai qu'il y a des temporalités à marquer dans le projet et ça c'est important. On travaille sur des modalités de projection avec l'idée d'un futur souhaité, d'un futur idéal. Pour autant l'accompagnement est délimité autour de 9 mois, 1 an. Donc on va être sur un temps d'expérimentation assez court avec parfois un temps de résidence qui peut être sur du one shot, c'est-à-dire un temps où on vient s'ancrer sur le territoire et travailler avec les acteurs du territoire sur une journée, un week-end, et bien pouvoir marquer ces temps de manière très claire et les inscrire dans une perspective de plus long terme, ça c'est aussi important pour l'organisation et la bonne mise en œuvre du projet. Et puis enfin, les deux derniers leviers qui nous ont semblé aussi être assez importants, ils ont trait plus à la posture, à la question de la posture. Nous, en tant qu'équipe d'appui, on s'est rendu compte que, en fait, au début, peut-être lors de la première édition, on a eu l'impression que les porteurs de projets nous prenaient un petit peu comme des prestataires, un peu voilà, prêts à faire à leur place. Et donc ça, c'est un point de vigilance qu'on a gardé pour la deuxième édition, en se disant attention, il ne faut pas non plus déposséder les porteurs de projets et faire à la place d'eux, mais bien être en appui, en prise de hauteur, en prise de recul et toujours pouvoir laisser le collectif à la maîtrise, à la mise en œuvre et à la coordination de son projet. Et plutôt, nous, s'inscrire dans des démarches apprenantes, c'est-à-dire être en transfert de méthodos, d'outils ou autres, ou être en miroir et en
bon, bref, en miroir, et voilà, de surtout pas faire à la place d'eux. Voilà, je vois que le temps passe, donc je vais terminer là. Juste dire, voilà, et aussi se dire que nous-mêmes, en tant qu'équipe d'appui, donc ELIX et Mission Agenda 21, on s'est appliqué aussi on s'est appliqué un peu toute cette approche à nous-mêmes, et on a fait au fil de l'eau évoluer le dispositif au regard des enseignements qu'on a tirés, des accompagnements qu'on menait au fil des éditions. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je suis désolée, j'ai été un peu longue, et je vais arrêter le partage et laisser la Merci place aux beaucoup, questions. Justine. Peut-être juste Aurélie, avant qu'on passe aux questions, si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas à prendre la parole pour compléter les propos de Justine. Alors, rien à ajouter, effectivement, c'était Ah, on ne déjà. t'entend pas. Enfin, moi, je t'entends pas. Vous m'entendez? Si, je t'entends. Je t'entends. Ok, super. Pardon. Non, rien à ajouter. Je trouvais la présentation très complète par rapport effectivement à tout ce qu'on a pu tirer comme enseignement. Peut-être effectivement 2 éléments de précision quand tu évoquais tout à l'heure la question des processus, Justine. Effectivement, ce dont on s'est aperçu, c'est que pour adresser les défis sociétaux à la hauteur des enjeux, il y a bien une dimension systémique à mettre en place qui implique de travailler à la fois sur des outils, mais aussi sur des discours, lever des représentations, travailler des nouveaux cadres d'intervention, et qui amènent forcément à devoir combiner plusieurs éléments qui parfois échappent aux porteurs de projets dans l'intérêt ou la pertinence de les combiner. Donc c'est aussi en cela que les labos mobiles ont été intéressants pour les démarches qui ont été menées, pour justement mettre en lumière que finalement, quand on pense le fait de valoriser 100% des excrétas, on pense non seulement au processus technique de valorisation, mais on pense aussi au fait qu'il faut changer les représentations sur l'excréta comme une ressource et non plus un déchet, qu'il faut organiser derrière le système de collecte et de valorisation, qu'il faut organiser aussi l'évolution des cadres au sein de la collectivité pour que ça puisse être fait. Et donc tout ça, effectivement, ça participe d'un ensemble. Et peut-être effectivement aussi une deuxième dimension, comme tu l'as évoqué, Justine, à la fin, c'est que c'est vraiment un dispositif qui s'incarne au travers d'une démarche de recherche et développement social. On est en apprentissage à la fois, nous, en tant que porteurs du dispositif et intervenants auprès des projets, donc dans l'évolution de nos méthodes, de nos outils, de la façon d'intervenir auprès des territoires au regard de leurs demandes. Et chacun des projets est une expérimentation en soi. Et donc, en fait, tire aussi les propres enseignements de ce qu'il met en œuvre, capitalise dessus, fait évoluer ses propres pratiques et ses éléments. Donc, il y a bien effectivement une logique où il n'y a pas d'éléments finalement tout faits, tout prêts, qui sont intangibles et qui sont en tout cas très clés en main. C'est vraiment plutôt des éléments, des enjeux d'appropriation, d'ajustement au cadre, de re-questionnement. D'où l'enjeu et l'importance effectivement du re-questionnement permanent pour ajuster les cadres. Et ça a fait l'objet effectivement d'un marché de RD que tu n'as pas évoqué, Justine, entre nous, qui fait aussi que ça change la nature des relations qu'on a pu avoir dans le cadre de cette intervention, puisqu'on était bien co-intervenant aussi sur la démarche. Ce qui aussi, du point de vue d'un dispositif, est en soi un peu innovant dans la posture de travail, puisqu'on animait ces sessions-là ensemble, ELIX et puis le département, la mission Agenda 21. Et peut-être aussi pour remercier un petit glissement, pour remercier l'équipe d'Autempora qui a participé à la formalisation de ce document que vous pouvez consulter sur le site du département de la Gironde. Merci pour ces compléments, Aurélie. Alors, pour être honnête, moi, le son n'a pas fonctionné de mon côté, mais j'ai l'impression que ça a marché pour tout le monde, donc Oui. c'est très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé de mon côté, donc voilà, je préfère être honnête. Donc, au niveau des questions, on avait des questions surtout sur la capitalisation sur les documents qui existaient aujourd'hui pour capitaliser sur la démarche. Et notamment, il y avait une question sur est-ce qu'il y a un wiki qui existe ou pas. Donc, on a donné avec Julie et Camille pas mal de ressources dans le chat. Mais si vous voulez compléter sur ces points-là, peut-être sur le livret, ce qu'il contient, etc. Oui, alors là, je suis en train de... Hop, pardon, je vous ai perdu.
hop. Je mettais également hop, dans la conversation, il y a... Ah, mais peut-être que Julie l'avait déjà mis. Sur le site de gironde.fr, certes, il y a ce livret. Aurélie va remercier Autant pour moi. C'est vrai que c'est un livret de capitalisation qui se veut pas du tout, enfin, qu'on a construit toujours dans cet esprit un peu de R&D qu'évoquait Aurélie, avec l'idée de se dire, là, on met à un certain nombre de choses, mais en fait, pour être honnête, au début, on s'est dit, on va commencer à écrire quelque chose, et puis après, l'idée, ça serait qu'on le partage avec d'autres et que ce document puisse être alimenté au fil de l'eau avec d'autres acteurs qui sont aussi aujourd'hui en posture d'appui, d'accompagnement auprès d'acteurs, auprès de porteurs de projets, et qu'on puisse ensemble venir un peu centraliser nos enseignements et tout. Donc, on l'avait construit un peu comme ça. Bon, ça n'a pas abouti sous cette forme-là pour plein de raisons, mais en tout cas, c'est l'esprit du document de se dire que voilà, c'est une pierre, une brique voilà, qu'on souhaitait poser là, mais qui doit bien entendu s'enrichir des enseignements partagés par d'autres. Sur le site de Gironde, c'est le lien que j'ai mis, mais il y a aussi des petites vidéos où certains des porteurs de projets ont pu témoigner aussi de leur projet, et c'est vrai que c'est assez riche. Voilà. Il y a, mine de rien, sur le site Gironde, il y a aussi pas mal de ressources sur les labos mobiles et même sur les outils qu'on a pu utiliser. Voilà, il y en a certains qui sont mis en avant dans les différentes productions. Ok, merci beaucoup pour ces indications. Et après, la question qu'on a surtout, c'est sur la suite en fait, des labos mobiles. Est-ce qu'il y a des projets et des collectifs qui sont toujours en demande d'accompagnement actuellement? Et justement, est-ce qu'il y a cette intention de poursuivre une démarche type labo mobile? Est-ce que ça va perdurer? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui vont être accompagnés à l'avenir? On aimerait. En fait, là, l'idée, c'était aussi de prendre le temps un peu de se poser, et donc de pouvoir sortir un petit peu, prendre le recul, un peu de hauteur par rapport à ce qui avait été produit dans le cadre de ces 3 éditions, pour voir ce qu'on pouvait peut-être proposer de nouveau, ou qui soit plus en réponse aussi avec l'évolution des projets, des contextes territoriaux qui va très vite. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de lancement de nouveaux dispositifs qui est prévu au calendrier, mais pour autant, on réfléchit dans le cadre de la base à pouvoir proposer un appui aux porteurs de projets qui répondraient un petit peu à tous les enjeux qu'on a évoqués là cet après-midi. Et ça, ce serait peut-être d'ici début d'année prochaine, avec, par contre, je ne sais pas, en fait, c'est un peu délicat comme sujet, mais probablement avec les moyens du bord, j'ai envie de dire, c'est-à-dire avec l'ingénierie interne au département, parce que, pour ne rien vous cacher, le département a des difficultés budgétaires très fortes aujourd'hui, et il nous est difficile de pouvoir se projeter sur des partenariats financiers ou des appuis financiers sur l'accompagnement de projets. Pour autant, on a une richesse très forte en matière d'ingénierie, et ça, on aimerait pouvoir la mettre à disposition des porteurs de projets sur les territoires, et on réfléchit aujourd'hui à comment pouvoir le proposer aux acteurs locaux. Et après, il y avait un besoin plus au niveau de témoignages sur les porteurs de projets. C'est une personne qui vient de partir de la visio. Mais donc là, plus sur les projets en tant que tels et sur les acteurs qui se sont fait accompagner, je suppose. Ça pourrait être complémentaire à un temps comme aujourd'hui, en fait. Oui, c'est vrai qu'on l'avait fait au mois de janvier, où il y a la MAMO qui était venue, donc le projet de gestion circulaire des excrétas, raconter un petit peu le cheminement de son projet et son évolution. C'est vrai que c'est toujours vachement plus riche
Et c'est vrai que c'est aussi parfois plus parlant quand on a comme ça les porteurs de projets qui racontent un peu leur histoire. C'est un truc qui pourrait bien sûr s'envisager. Et pourquoi pas, ça c'est une proposition, hein, Suzy, les inscrire en retour d'expérience à la base. On est sur des projets en fait qui portent sur des champs d'action très très divers. Et c'est vrai qu'ils sont tous autant, enfin tous très interpellants en termes de propositions de rupture. Bon, on pourrait très bien proposer, par exemple, l'intervention de la MAMO. Je sais qu'ils pourraient être en capacité de raconter, ils l'ont fait à plusieurs reprises, leur projet. Et c'est vrai que si ça intéresse certains, on pourrait organiser une rencontre là-dessus ou sur d'autres thèmes également. Mais ouais. Oui, tout à fait, si c'est un besoin et même ça pourrait permettre d'illustrer plus concrètement, du coup, Ouais, maintenant qu'on a eu la vision globale de la démarche, de voir les applications en fait différentes selon les domaines, selon les acteurs, les territoires, etc. Ouais. Peut-être effectivement, la commune de Cussac est souvent sollicitée. Ils ont pas mal d'informations sur la démarche qu'ils racontent sur leur site internet. Ouais. Je vais vous mettre le lien. Il y a des films aussi sur le site de la mairie de Cussac qui racontent un peu leur projet. Ils ont beaucoup, voilà, ils ont travaillé cette mise en récit aussi à Cussac et qui fonctionne très bien. Merci d'avoir directement ajouté le lien dans le chat. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas, si vous voulez prendre la parole ou poser des questions soit dans le chat, soit à l'oral, s'il en reste, ou si vous avez des clarifications à avoir, ce genre de choses. Il nous reste quelques minutes. Ou sinon, si Justine ou Aurélie vous... Ah, il y a une main levée. Oui, c'est moi qui ai levé la main, Sylviane. Là, je regardais sur la carto, en fait, dans le document, le PDF. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait, alors on parlait de projets, hein, comme celui avec la MAMO, des démarches qui accompagnaient aussi des collectifs citoyens, là, par exemple à Saint-Médard-Angèle, pardon. Oui. Sur en fait la démocratie participative, peut-être sur Bordeaux Métropole aussi par rapport aux 100% des jeunes engagés. Je sais pas trop comment ça s'est passé. Est-ce que alors c'est détaillé peut-être dans le document, j'ai pas encore lu, mais voilà, comme c'était un petit peu des démarches un peu différentes qui sont de l'accompagnement à la pratique de la démocratie participative, on va dire, ou en tout cas à la participation des citoyens à la vie de la cité. Là, pour le coup, ça s'est articulé comment? Ce sont les communes qui étaient en sollicitation, ce sont les citoyens, les collectifs, hein, quels étaient les porteurs? Typiquement, à Saint-Médard, en fait, le collectif qui a candidaté au Labo Mobile était un collectif qui était composé de la municipalité et d'un collectif citoyen. Donc, en fait, c'est l'alliance des pouvoirs publics et d'un collectif citoyen qui a porté, en fait, comme ambition de faire de cette commune une commune où l'ensemble des décisions puissent être prises en coopération avec les citoyens. Et en fait, non, c'était pas tant un projet si différent que les autres. En fait, finalement, la logique est un peu toujours la même, hein. C'est l'idée de proposer un nouveau modèle. On vient réfléchir à ce futur souhaité, à quelle transformation et quel impact positif il peut avoir sur les gens, sur le territoire, sur les personnes. Et après, on vient ensemble voir comment on peut atteindre cette situation souhaitée. Donc finalement, la démarche, elle est toujours un peu la même si elle porte sur des champs qui sont très, très divers. Mais là, j'avoue que c'était très intéressant que la municipalité soit elle-même porteuse d'une ambition en fait d'exercice de la citoyenneté. Ok, super. Après, dans d'autres cas, il nous est arrivé aussi d'accompagner des collectifs dans lesquels il n'y avait que des acteurs privés et pas d'acteurs publics. Et là, je pense à 2 projets spécifiquement, et pour lesquels, justement,
l'enjeu, puisque à chaque fois dans ces projets-là, on est sur des enjeux de société qui sont très forts, sur lesquels les compétences sont très souvent détenues par les acteurs publics. Et donc, quand on a été confronté à ce type de situation où on avait un ensemble d'acteurs très motivés, mais qui pour autant n'avaient pas tous les leviers d'action, là, à chaque fois, le travail a été d'aller mobiliser la puissance, les pouvoirs publics, d'aller inscrire cet enjeu comme un enjeu politique, de le mettre à l'agenda politique. Et voilà, les 2 cas de figure auxquels je pense, ça a été souvent ça, du coup, qu'on est allé chercher quand on était dans ces configurations-là. Peut-être effectivement pour compléter ce que tu dis, Justine, l'un des enseignements de la démarche, notamment sur ces projets-là, c'est l'enjeu parfois de ne pas rester à l'échelle des acteurs locaux, mais d'aller chercher aussi des acteurs à l'échelle du département ou de la région, notamment auprès des acteurs qui portent ces politiques publiques-là, pour pouvoir mobiliser l'échelle politique ou à d'autres échelles autour de cette question-là. Et peut-être effectivement le sens aussi du travail que l'on a mené en début d'année sur la première valorisation de ce travail, c'était aussi de rendre compte de la nécessité aujourd'hui de pouvoir articuler des dispositifs qui existent déjà autour des projets et de pouvoir coordonner en fait ces dispositifs, ou en tout cas de pouvoir faciliter l'accès à ces dispositifs pour ces démarches-là. Souvent, ce que l'on a pu avoir dans les démarches que l'on a suivies, c'est finalement des démarches qui allaient chercher ensuite les mêmes dispositifs, voilà, notamment par exemple auprès de la Fondation de France, de la Fabrica Initiative à Bordeaux, de l'ADEME, et donc des acteurs aujourd'hui qui portent un certain nombre ou même de la région sur la MI Innovation Sociale, qui portent un certain nombre de dispositifs. Et donc en fait le besoin aussi de faire dialoguer cette échelle des acteurs porteurs de dispositifs ou des acteurs de l'accompagnement sur les modalités d'appui de ces démarches à des échelles territoriales. Et enfin, on avait une dernière question sur plus sur comment est-ce qu'on peut essaimer et comment est-ce qu'on peut dupliquer en fait cette démarche, et si justement on avait dupliqué ce dispositif sur un autre territoire, et si aujourd'hui c'était faisable malgré les contraintes budgétaires en fait, d'imaginer ce... Oui, bien sûr, et ça, c'est un truc que j'ai pas précisé, je me rends compte. En fait, dans le cadre des labos mobiles, on ne mettait à disposition aucun accompagnement budgétaire. C'est aussi ce à quoi faisait référence Aurélie, en fait. La seule chose qu'on promettait ou qu'on proposait au collectif d'acteurs, c'était un appui de l'ingénierie méthodo. Et après, dans cette ingénierie méthodo, il y avait effectivement parfois de devoir aller solliciter des cadres d'appui, comme des appels à projets Supra, qui permettaient d'aller chercher du financement pour la mise en œuvre de la feuille de route qu'on écrit ensemble dans le cadre de l'accompagnement. Donc, en fait, les contraintes budgétaires ne sont pas du tout un frein rédhibitoire à l'appui à ce type de projet, puisque là, il s'agit vraiment en fait, il s'agit plus de... Comment dire, de se poser des questions autrement. Il s'agit de changer un peu de braquet, de proposer une approche de la gestion de projet qui soit différente plutôt que de budget. Donc oui, bien sûr, c'est tout à fait réplicable. Et en fait, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi en capitalisant ces éléments, c'est de se dire, voilà, il y a peut-être des choses à aller piocher là qui peuvent être utiles à d'autres. C'était vraiment l'objectif et de ce webinaire et du petit livret que de pouvoir éventuellement inspirer ou être utile à d'autres acteurs qui souhaiteraient mettre en place ce type de projet d'appui. Mais à ce jour, on n'a pas reçu de sollicitations particulières d'autres territoires, d'autres départements ou en qui fait, voudraient on a également... à plusieurs reprises, la démarche Labo Mobile a quand même duré 5 ans. Et Aurélie, tu évoquais la Fondation de France, l'ADEME, etc. En fait, on a aussi beaucoup échangé avec ces acteurs-là pendant des années, et on s'est rendu compte que tout ce qu'on testait aussi dans le cadre des labos mobiles, ça inspirait aussi d'autres acteurs
qui après eux-mêmes étaient porteurs d'appels à projets et qui venaient du coup piocher des éléments de méthode qu'on avait testés dans les labos mobiles pour les inscrire dans leurs propres appels à projets. Donc, s'il y a des impacts un peu diffus comme ça qui ont pas mal circulé. Ouais. Et donc finalement, nous avons encore une dernière question, mais orientée très budget. C'est quoi le budget d'un accompagnement d'un projet dans le labo mobile ou d'une saison labo mobile? Ça correspond à peu près à quel budget? J'aurais du mal à le chiffrer parce que, en fait, comme disait Aurélie, nous, on a noué un partenariat qui était très spécifique, qui était celui du cadre d'un projet de R&D dans lequel il n'y avait pas que de l'appui. Il n'y avait pas que de l'appui, mais sinon, une édition Labo Mobile, ça pouvait tourner autour de 50 000 €. Tout cumulé, mais avec derrière de la capitalisation, de l'expérimentation, de la formalisation. Sur une durée de 12-18 quand même. Voilà, Ouais. C'est une logique un peu longue quand même. Ouais. Ça peut donner une indication, même si c'est hyper variable et adaptable. Bon, merci beaucoup à tous les participants, participantes et à vous, Justine et Aurélie, du coup, pour ces compléments. Donc, on a enregistré le webinaire, donc on va le mettre à disposition sur le wiki du laboratoire, la base, et on vous fera parvenir aussi par mail. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée, merci.